On est déjà de retour. Le temps file. Alors, je vais inviter Mme Polotskaya, Annie Savard et Nathalie Antwandler. Pardon, Antwandler. J'espère que je prononce bien. Alors, vous pouvez ouvrir vos caméras, micro. Et donc, notre présentation suivante, c'est autour de la réussite en mathématiques au secondaire et qui commencerait donc à la maternelle, bien sûr. Et c'est une synthèse de connaissances sur les pratiques d'enseignement des mathématiques efficaces à la maternelle et au primaire pour réussir l'algèbre au secondaire. Pour réussir du secondaire, pardon, voilà. Alors, Madame Elena Polotskaya, qui est professeure de didactique des mathématiques en adaptation scolaire au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO, dont les thèmes de recherche sont évidemment la didactique des mathématiques, l'enseignement préventif et l'éducation développementale. Je souligne que votre expérience antérieure, c'est que vous avez aussi travaillé à l'école secondaire comme professeur de mathématiques, mais aussi comme orthopédagogue au primaire, si je ne me trompe pas. Et donc, vous êtes accompagné aujourd'hui de Annie Savard, qui est professeure en didactique des mathématiques à l'Université McGill. Et vos thèmes de recherche, Madame Savard, sont le développement de compétences mathématiques et citoyenneté, la numération financière, puis les mathématiques et robotique. Enfin, avec vous aujourd'hui aussi, Nathalie Antwander. Merci de me corriger au besoin. Professeure en didactique des mathématiques, également à l'UQO, donc l'Université du Québec en Outaouais. Et vos thèmes de recherche sont la pensée algébrique, les grandeurs et mesures, les pratiques d'enseignement en mathématiques et la recherche collaborative. Alors, je vous cède donc, Madame Polotskaya, en fait, si vous voulez présenter partagez votre écran pour présenter la présentation et je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier le ministère de l'Éducation et les fonds de recherche en culture, société et culture pour cette excellente occasion qui nous a permis d'apprendre tellement de choses fascinantes sur différentes approches à l'enseignement des mathématiques. Et cet apprentissage dans sa forme synthétique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et merci beaucoup Annie et Nathalie qui sont venues aujourd'hui assister à cette présentation. Tous les trois, on est prêts à répondre à vos questions à la fin de la présentation. Voici notre équipe qui a travaillé énormément pour chercher les articles et les chapitres scientifiques pour nourrir notre projet de recherche. Et avant de partager ce que nous avons trouvé, je commence par préciser la problématique. Cette problématique était bien décrite dans des années 80-90 par plusieurs chercheurs. Et ils l'ont nommé rupture arithmétique algèbre. Pour illustrer qu'est-ce que c'est la rupture arithmétique algèbre, vous voyez à gauche une expression arithmétique et à droite une expression algébrique. La forme de ces deux expressions sont très similaires. Par contre, dans la classe d'arithmétique, on peut donner un traitement très différent à ce type d'expression qu'on leur donne dans la classe d'algèbre. Par exemple, ce qu'on observe dans la recherche, très souvent, dans la classe d'arithmétique, le symbole d'égalité signifie à l'élève qu'il faut calculer quelque chose. Donc, l'élève pense que le but de cet exercice, c'est vraiment arriver à un nombre particulier qui est la réponse. L'élève, le plus souvent, il va aborder cette expression, cet exercice de gauche à droite de façon séquentielle. Il va exécuter les opérations qui sont indiquées par l'expression. Donc, il va ajouter 2 plus 3, arriver à 5, multiplier par 4, et il va obtenir sa réponse finale qui est le nombre particulier.
En classe d'algèbre, par contre, le symbole d'égalité est supposé d'être interprété plus comme équivalence ou invitation à transformer la structure vers une autre structure équivalente. Donc, l'élève doit penser des lettres A, B, C comme les nombres quelconques ou de façon généralisée. Et pour réaliser cette transformation équivalente, il doit voir la structure de façon globale plutôt que séquentielle gauche-droite. Donc, voici, vous voyez déjà avec ce petit exemple que le traitement arithmétique et algébrique peut être très différent. Ça se dit, les chercheurs précisent qu'arrivés au secondaire, les élèves ont souvent difficulté qui est en lien avec un manque de sens dans l'utilisation des lettres et des formules. Ils ont souvent difficulté à formuler, résoudre des équations dans le cas de problèmes et situations de problèmes. Ils ont aussi difficulté à généraliser les propriétés des opérations, etc. Donc, voici le problème que nous avons analysé. Le but de notre projet était premièrement de mieux comprendre les relations entre arithmétique et algèbre dans le contexte de leur enseignement, mais aussi exemplifier des approches et plus concrètement des activités mathématiques qu'on peut réaliser en classe pour aider les élèves à mieux se préparer à l'algèbre du secondaire. Avant de partager nos résultats, j'aimerais dire quelques mots sur la méthodologie que nous avons utilisée. Nous avons commencé par plusieurs articles scientifiques dans les revues les plus citées dans le monde, dans le domaine d'enseignement de mathématiques, mais aussi dans les domaines connexes, tels que psychologie cognitive ou adaptation scolaire. Avec une procédure rigoureuse de sélection et enrichissement, nous avons arrivé à cibler 175 articles et chapitres sur lesquels nous avons posé un regard développemental. Développemental, ça veut dire que nous avons cherché comment on peut développer vraiment le raisonnement mathématique de l'élève à partir de la maternelle jusqu'au secondaire pour éviter cette fameuse rupture arithmétique algèbre. Et finalement, nos lectures et nos analyses nous ont permis de distinguer trois façons dans lesquelles les chercheurs approchent ce problème et trois façons comment la recherche propose à résoudre ce problème. Donc, la première approche, nous avons nommé l'algèbre comme arithmétique généralisée. La deuxième, c'est la pensée algébrique en parallèle avec l'arithmétique. Et la troisième, la pensée algébrique comme fondement de l'arithmétique et de l'algèbre. Et maintenant, je vais parler de chacune de ces approches plus en détail. Les chercheurs qui proposent que l'algèbre est l'arithmétique généralisée croient que pour commencer le développement des notions algébriques et de la pensée algébrique, les élèves doivent nécessairement maîtriser certaines connaissances numériques et arithmétiques. Et seulement ensuite, on peut espérer développer la pensée et les notions algébriques. Donc, les tâches qui sont proposées dans le cadre de cette approche pour développer le raisonnement algébrique appuie strictement sur certaines connaissances arithmétiques et numériques qui sont considérées comme prérequis. Et je vous donne un exemple. Si dans sa pratique numérique, l'enfant peut percevoir que, par exemple, 2 plus 3 égale 5 et 3 plus 2 aussi égale 5, et ça à plusieurs reprises, à un moment donné, l'enfant va généraliser cette connaissance et comprendre que pour n'importe quel deux nombres A et B, A plus B est toujours égal à B plus A. Donc, ça, c'est
une vision particulière. La recherche, en même temps, souligne que cette approche présente certaines limites et obstacles. Le premier limite qui est nommé dans les travaux, c'est que la pratique excessive du calcul peut en réalité inhiber le développement de la pensée algébrique. Ça veut dire que dans certaines conditions, cette pratique, l'enseignement même de l'arithmétique peut devenir un obstacle pour le développement de la pensée algébrique. L'autre obstacle est que le contenu, ou la limite plutôt, c'est que le contenu arithmétique ne propose pas assez de contextes variés pour soutenir le développement de certaines notions algébriques ou certains éléments de la pensée algébrique. Donc, ce n'est pas suffisant. Regardons un exemple. Dans tous les manuels scolaires, on retrouve les parties qui s'appellent résolution de problèmes. Malheureusement, ce qui est observé dans la recherche, que souvent les enfants qui pratiquent cette résolution de problèmes développent des stratégies d'associer les opérations à faire avec les mots-clés. Ici, dans notre problème, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement ajouter 12 plus 2 parce qu'il y a le mot ensemble, ou ça ne suffit pas de soustraire 2 de 12 parce qu'on voit le mot moins. Ce type de problème que vous avez à droite, habituellement classé comme les problèmes algébriques, et malheureusement, la pratique de résolution des problèmes dits arithmétiques ne prépare pas l'élève à la pensée spécifique qu'il doit utiliser pour analyser et résoudre ce autre type de problème. Il y a bien sûr d'autres éléments dans la pensée dite algébrique qui n'a pas ses fondations dans le contenu traditionnel arithmétique. Pour répondre à cette limite et cette dernière difficulté, la deuxième approche que nous avons nommée la pensée algébrique en parallèle avec l'arithmétique. Donc, dans cette approche, les chercheurs principalement proposent qu'on peut ajouter le contenu et le contexte spécifiques et activités spécifiques au niveau primaire pour exactement permettre aux élèves de développer d'autres éléments de la pensée algébrique. Mais aussi, ces chercheurs soutiennent que cette pensée algébrique est tout à fait accessible aux élèves du primaire et il ne faut pas attendre le niveau de grande maîtrise d'arithmétique pour commencer ce travail. Voici un exemple. Si on propose aux élèves la situation où le nombre des gens autour de table covarie avec le nombre de tables, éventuellement, les élèves vont développer la compréhension de cette situation sous forme comme fonction. Donc, ils vont développer la notion son raisonnement fonctionnel grâce à cette situation qui est d'ailleurs assez simple dans sa présentation imagée. Cette approche, lui aussi, a certaines limites et obstacles. Par exemple, la majorité des travaux que nous avons consultés présentent les expérimentations auprès des élèves 3e à 6e année. Ça veut dire que ces élèves ont déjà eu beaucoup de pratiques avec les nombres et les opérations. Peut-être cette pratique peut constituer quand même un obstacle dans la formation de leur pensée algébrique, l'obstacle que nous avons mentionné dans la première approche, la même problématique avec la première approche. Un deuxième élément très important à mentionner par rapport à cette approche, que l'implantation de cette approche requiert une solide formation des enseignantes.
Et pratiquement tous les chercheurs qui présentent leurs travaux dans cette groupe, dans cette approche, soulignent qu'il faut former les enseignants. Et finalement, troisième approche que nous avons identifiée dans les travaux s'intitule « La pensée algébrique comme fondement de l'arithmétique et de l'algèbre ». Ici, les chercheurs croient que la pensée algébrique est vraiment à la base de n'importe quel apprentissage des mathématiques. Il inclut l'arithmétique, l'algèbre et même géométrie. Donc, il faut viser le développement de cette pensée spécifique chez les élèves au primaire et même au préscolaire dès le début d'apprentissage formel. Et là, on a la chance d'arrimer l'apprentissage d'arithmétique et de l'algèbre sur cette même base. Par exemple, si on observe, si on prend deux rubans de papier, la longueur totale de deux rubans ne dépend pas de l'ordre dans lequel on va coller les rubans. La même chose, on peut observer si on demande, par exemple, l'enfant à verser deux contenants d'eau dans le troisième. Donc, le résultat, la quantité d'eau, finalement, ne dépend pas de l'ordre dans lequel nous avons versé les contenants. Donc, à partir de cette expérience pratique, l'enfant peut probablement généraliser et dire pour n'importe quelle deux quantités, quantité A plus quantité B est toujours égale à la quantité B plus quantité A. Et seulement ensuite, il va, appliquer cette connaissance, cette loi générale qu'il a déjà compris dans le contexte d'arithmétique ou dans le contexte d'algèbre. Ici aussi, on peut prévoir certaines limites et obstacles. Premièrement, pour permettre à l'enfant de développer cette première connaissance théorique des lois le plus de base dont nous avons parlé tantôt, il faut prévoir une phase non numérique d'apprentissage au début, bien avant qu'on commence à apprendre arithmétique formellement avec les opérations, les nombres, etc. Donc, ça va donner des répercussions sur le programme d'apprentissage, sur le curriculum, sur les manuels, etc., etc. Mais évidemment, il y a le même problème qu'avec la deuxième approche. Ici, il faut absolument former les enseignants de façon très solide. En regardant l'ensemble des sources que nous avons consultées, on peut proposer des pistes de solutions d'ordre didactique. Ce que ou presque tous les chercheurs proposent, c'est aligner la conception de la mathématique et son enseignement avec le développement de la pensée algébrique, spécifiquement chez les enseignants. Ça veut dire former les enseignants en service et les futurs enseignants à ce sujet. Deuxièmement, tous les chercheurs proposent prioriser l'enseignement d'un regard relationnel sur l'arithmétique. Quoi qu'on choisit comme approche, même avec les manuels scolaires qui existent aujourd'hui, on peut changer un peu le regard ou la manière comment on traite les tâches arithmétiques pour prioriser cet regard relationnel pour améliorer la formation de cette pensée algébrique chez les enfants. On peut aussi promouvoir l'étude de problèmes complexes pour soutenir la modélisation et la généralisation. Plusieurs chercheurs proposent qu'on doit exposer les élèves à des situations qui impliquent les notions algébriques telles que, par exemple, covariation, dont je donnais l'exemple tantôt, et ça dès la première année. Il ne s'agit pas de former
la connaissance sur les fonctions, mais vraiment juste exposer, donner la possibilité aux élèves d'explorer ce type de situation parce que covariation est carrément absente des manuels, donc même il n'y a pas de chance à explorer quoi que ce soit. Et finalement, favoriser la discussion mathématique en classe pour soutenir le développement de la pensée algébrique. Et ça, c'est quand c'est beaucoup plus général, qui touche pas seulement la pensée algébrique, mais toutes sortes de pensées mathématiques de toutes sortes. Plus concrètement, si on parle des activités, nous avons vu beaucoup d'activités développées dans la recherche et expérimentées auprès des élèves qui peut donner lieu à ce développement de la pensée algébrique. Je commence avec 3 concepts étudiés par l'équipe de Paznac avec les élèves dits en difficulté en première année. Il s'agit de principes de séréation pour conservation du nombre ou de la quantité et principe d'intrus. Il était à un moment donné dit que, par exemple, le principe de conservation du nombre, on ne peut pas faire grand-chose car il s'agit du développement du cerveau de l'élève. Et apparemment, ce n'est pas tout à fait vrai. L'équipe que j'ai mentionnée démontrait que, premièrement, ces 3 concepts sont vraiment fondamentaux pour l'apprentissage des mathématiques, mais pas seulement mathématiques, c'est apprentissage de la langue aussi, et qu'on peut travailler ces concepts avec les élèves et le faire avec succès. Grâce à ces interventions, les élèves développent véritablement les concepts et ça affecte positivement leur réussite en mathématiques, mais aussi dans l'apprentissage de la langue. Concept d'équivalence et d'égalité, qui est une des concepts centrales dans l'apprentissage de l'algèbre et de la formation de la pensée algébrique. Nous avons trouvé énormément d'activités de toutes sortes et pour tous les âges, à partir de la maternelle jusqu'à 4e, 5e, 6e année primaire, sous forme de jeu, sous forme imagée, avec l'utilisation des lettres, sans utilisation de lettres, et même dans le format numérique. Nous sommes plus habitués à le voir dans les manuels. Donc, il y a énormément de développement à ce sujet. Il y a beaucoup de matériel à utiliser. Donc, c'est pas mal travaillé, ce côté. La modélisation et l'utilisation des lettres. Il était démontré que, par exemple, modélisation à l'aide des lettres, des suites imagées, renforce énormément, approfondit la compréhension des élèves à ce sujet, même au niveau maternel et première année. Donc, on peut utiliser des lettres de façon très positive et très tôt. On peut les utiliser aussi pour modéliser les cas des situations non numériques, quand il s'agit des différentes grandeurs qui ne sont pas exprimées par les nombres nécessairement. Et évidemment, il y a de façon modélisée et analysée dans le cas de résolution des problèmes écrits, et ça avec les lettres ou sans lettres, avec les nombres ou sans nombres. Donc ici aussi, il y a beaucoup de choses intéressantes disponibles. Plus spécifiquement, dans le contexte de résolution de problèmes, les chercheurs proposent que c'est un contexte propice pour le développement de la pensée algébrique, mais il y a 2 conditions. Premièrement, on doit analyser les relations entre les quantités qui se présentent dans la situation. Et deuxièmement, on doit nécessairement modéliser le problème avant de commencer à calculer quoi que ce soit. Si le problème est
tellement facile que l'enfant peut commencer son calcul immédiatement, elle peut le réussir. Donc, ce type de solution, résolution de problème ne va pas donner lieu au développement de la pensée algébrique. Donc, d'ici la nécessité d'utiliser des problèmes et des tâches plus complexes que j'ai déjà mentionné tantôt. Nous avons vu dans les recherches beaucoup de rapports d'utilisation de suites imagées et numériques pour développer la pensée fonctionnelle. Et là aussi, assez tôt dans le curriculum, à partir de première année. L'autre activité très intéressante pour développer la pensée fonctionnelle, c'est Machine fonctionne. On peut aussi traiter certains problèmes écrits de façon fonctionnelle. Par exemple, s'il s'agit de déplacement avec une vitesse constante d'une voiture, on peut le voir de façon de covariation de grandeur. Mais aussi, évidemment, on peut utiliser les situations de tous les jours parce qu'ici aussi, on peut retrouver les relations ou de covariation des grandeurs. Ici aussi, il y a plusieurs exemples travaillés dans la recherche. Donc, on peut utiliser ces activités en classe. Finalement, j'aimerais présenter les constats plutôt globaux de tout ce que nous avons lu dans la littérature. Premièrement, le potentiel de jeunes enfants en mathématiques est limité principalement par l'approche d'enseignement. Et ça, nous avons vu le témoignage de plusieurs chercheurs à ce sujet. Les chercheurs qui ont expérimenté de nouvelles approches d'enseignement, les approches relationnelles, algébriques, théoriques, etc., ils soulignent que les élèves dits en difficulté profitent bien de cet apprentissage et plutôt c'est ces élèves qui profitent le plus de ces approches. Par contre, la plupart des recherches que nous avons consultées portent sur les aspects isolés. C'est une activité, une programmation parallèle à l'enseignement ou à l'enseignement de l'arithmétique ou pour un niveau spécifique de formation. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur l'intégration de ce développement de la pensée algébrique à l'intérieur du programme d'arithmétique ou ensemble, par exemple, avec géométrie. Il y a très peu de recherches à long terme, longitudinales. Et aussi, nous avons constaté qu'il y a très peu de recherches au niveau préscolaire. Donc, d'ici, les pistes de recherche que nous pouvons suggérer, c'est premièrement étudier l'intégration de la pensée algébrique à l'arithmétique. Et nous avons parlé plus tôt dans notre rencontre qu'on ne peut pas pousser sans fin d'autres contenus dans le programme d'arithmétique. D'ici, la nécessité vraiment de voir de quelle façon qu'on peut intégrer le contenu, comment on peut profiter, par exemple, dans l'apprentissage de l'arithmétique, de fait que l'enfant développe la pensée algébrique avant ou en parallèle. On peut aussi étudier l'implantation de ce type d'approche dans un cadre de recherche longitudinale. Comme je dis, il y a très peu de recherche longitudinale. Donc, si on porte un regard développemental, et le développement, il ne s'agit pas de 3 jours ou même une année, il faut voir long terme pour vraiment comprendre le vrai impact de chaque approche. Évidemment, il faut étudier le développement de la pensée mathématique chez les enfants plus jeunes, de maternelle et périmaternelle. Et plus spécifiquement, il faut chercher les racines de la pensée relationnelle et algébrique chez les enfants de cet âge. Mais
si on parle d'autres pistes de solutions possibles en général, peut-être il faut penser d'inclure la pensée algébrique comme un élément de formation initiale et continue des enseignantes. Et aussi, peut-être, il faut relancer le travail de fond sur un nouvel programme de formation parce que apparemment, le schéma est long. Donc, plus tôt on commence, plus on a d'espoir de véritablement résoudre le problème de rupture arithmétique algèbre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup de votre attention. On est prêt à répondre aux questions. Merci beaucoup pour votre présentation. J'invite donc les participants à soumettre leurs questions. Pour l'instant, on n'en a pas. J'avais peut-être une petite question vraiment minimale. Ne connaissant pas les programmes de formation, parmi les autres pistes, vous mentionnez d'améliorer évidemment la formation des enseignants et enseignantes. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Ou est-ce qu'il y a... qu'est-ce qui pourrait être bonifié de ce côté-là si ça existe un petit peu, minimalement dans la formation? Je vais me référer à la recherche qui a été menée en Italie. Et les chercheurs en Italie précisent que quand il s'agit de développement de la pensée algébrique chez les enfants du primaire, c'est quelque chose vraiment nouveau. Ça n'existait pas avant. Donc, si on regarde les enseignants qui sont aujourd'hui en service ou même nous autres, nous n'avons jamais vécu l'enseignement de notre pensée algébrique comme enfant. Dans notre année du primaire, il n'y avait pas ça et même aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas d'expérience comme élève. Évidemment, les enseignants ont appris l'algèbre au secondaire, mais l'algèbre du secondaire, ce n'est pas du tout la même chose. Et même si on connaît la didactique d'enseignement d'algèbre au secondaire, ce n'est pas la même chose qu'essayer de développer la pensée algébrique chez l'enfant qui est petite, qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, c'est très différent comme approche, c'est très différent comme didactique. Et aujourd'hui, mais au moins, là, ce que les Italiens nous disent, aujourd'hui, il n'y a pas de formation spécifique qui réunit la pensée algébrique avec l'âge des enfants et les approches qui sont propres à ordre primaire ou préscolaire. C'est absolument nouveau. Donc, c'est ça pourquoi il précise qu'il faut développer cette partie de didactique et l'insérer, ajouter à la formation et ajouter à la formation continue. Toutes les recherches que nous avons consultées, sauf une, dit que c'est les chercheurs qui sont allés en classe pour enseigner cette façon, ou bien que c'est les enseignants qui faisaient partie de la recherche, ils travaillaient ensemble avec les chercheurs et qui étaient formés de façon très solide pour réaliser les activités de la recherche qui est supposée développer ce raisonnement algébrique. Il y a une recherche, par contre, qui témoigne que certains changements peuvent être très efficaces et ça ne demande pas trop de formation. Il s'agit de symboles, l'apprentissage de bonne utilisation de symboles égaux. Il indique qu'il faut changer l'utilisation de ce symbole dans les manuels scolaires. Et l'exemple qu'il donne, très souvent, le plus souvent en arithmétique, on écrit à gauche l'expression avec les opérations. Ensuite, on écrit égal et ensuite, c'est le nombre qui doit apparaître comme réponse. Si au moins on inverse cette écriture, un peu de formation pour les enseignants, certains exercices spécifiques pour les élèves, et ça peut donner vraiment un bon changement, mais il s'agit juste d'un concept qu'on peut essayer de régler de cette façon. Tous les autres concepts
C'est vraiment quelque chose de très nouveau, très différent et ça demande formation. Merci, Madame Jeté. Je pense qu'on a des questions qui vont dans le même sens, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, pour poursuivre sur le même sujet, là, ça serait-il pas recommandable d'ajouter des cours de mathématiques en plus des cours de didactique de la mathématique lors de la formation initiale des enseignants? Personnellement, moi, je crois que chaque personne, surtout pour enseigner au primaire, chaque personne qui a réussi à son niveau secondaire et collégial en termes de connaissances mathématiques, la plupart du temps, il y en a assez. C'est plus côté didactique qui souffre peut-être, mais souffre parce qu'on a vu, là, on essaie de développer quelque chose de complètement nouveau qui n'était pas là. Donc, il faut former les gens à ce sujet spécifique et peut-être ajouter des cours, mais ajouter des cours plus en didactique. J'aimerais ajouter quelque chose. Il y a plusieurs années de cela, j'ai fait une expérimentation à l'université où j'enseigne, à McGill. Donc, on avait passé un test diagnostique avant que les étudiants puissent suivre les cours de didactique. Et on avait posé dans le test diagnostic, le contenu était majoritairement du contenu de 6e année, parfois secondaire 1. Et les étudiants devaient suivre un cours donné dans le département de mathématiques. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ça créait un obstacle. Parce que quand on arrivait pour faire de la didactique, les étudiants nous demandaient « c'est quoi la formule? Quelle formule est-ce qu'il faut que j'utilise? » Et il fallait que je fasse un travail de déconstruction pour dire « écoutez, on ne parlera pas de formule au primaire. Ici, là, c'est regarder l'étude des relations. Comment est-ce qu'on peut modéliser le problème? » Alors qu'eux étaient vraiment conditionnés à la formule. Donc, je partage l'avis d'Elena à l'effet que c'est davantage de cours de didactique des mathématiques où est-ce qu'on regarde comment ça fonctionne, on regarde derrière les concepts et comment ça fonctionne et comment les mettre en œuvre auprès des élèves plutôt que de faire des mathématiques formelles. Et je vous dirais là-dessus que le mot algèbre cause de l'anxiété parmi plusieurs personnes dans la population. Donc, le fait de dire le mot algèbre cause l'anxiété dans nos salles de cours de didactique auprès des enseignants du primaire. Et le mot n'apparaît pas dans le programme de formation. Cela dit, il est possible d'enseigner la pensée algébrique en regardant certains concepts parce que l'idée d'équation de balance, c'est bien écrit dans la progression des apprentissages. Donc ici, nous, on ne voudrait pas ramener toute l'algèbre à l'idée de... on veut mettre de l'avant aussi l'idée de relation dans les données pour justement modéliser et comprendre, et pas seulement où est-ce qu'on voyait le Early Algebra, donc faire des suites et seulement des régularités. Ça en fait partie, mais il y a d'autres choses, et c'est ça qu'on essayait de montrer dans la présentation. En fait, avec votre réponse, Madame Savard, je crois qu'on répond à une question, mais je vais quand même la poser pour être bien certaine. Peut-être que vous allez avoir d'autres éléments à rajouter. Il y a une personne qui parle justement, quand vous parlez d'un nouveau programme de formation, le PFEQ, pensez-vous intégrer un nouveau type de contenu comme les régularités et l'algèbre, comme en Ontario ou ailleurs? Je pense que vous y avez répondu, mais est-ce que peut-être que vous avez d'autres éléments à rajouter concernant ce qui se fait en Ontario, par exemple? Bien, quand on regarde les refontes de programmes, on se rend compte que les gens sont très créatifs. Donc, on va changer complètement l'approche ou la vision. Donc, on ne parlera plus nécessairement de géométrie ou de mesure. On va parler de raisonnement spatial. On va parler du monde spatial. Donc, dans certains programmes, c'est ce qu'on voit. On voit aussi dans plusieurs domaines, en mathématiques, l'éducation financière. Puis ça fait partie de la mathématique, puis il y a des concepts spécifiques à l'éducation financière dans le programme de mathématiques. Donc, quand on fait une certaine étude, on voit qu'on n'est plus où ce qu'on en était. Le programme date quand même de 2001.
hein, dans sa version actuelle, parce qu'il y en avait une version en 2000. Donc, ce serait peut-être le temps de réfléchir, parce qu'il y a quand même 20 ans, hein, il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis ces 20 ans-là. Hein. On pense notamment au téléphone intelligent qui n'étaient pas en cours comme on les connaît maintenant. Donc, comment on revoit les programmes? Et pour moi, je vois beaucoup aussi l'intégration. Par exemple, en Grande-Bretagne, on va enseigner la programmation de la première année du primaire. Donc, à l'aide d'outils tels que Scratch ou des choses très accessibles pour les élèves. Mais les raisonnements, ce n'est pas nécessairement en silo. Donc, avec le travail qu'on a fait avec Mme Politkovskaya, avec Elena, justement sur la résolution de problèmes dans lesquels on mettait de l'avant la relation, l'étude des relations dans les problèmes. Donc, c'est une approche, je vous dirais, productive parce que c'est de mettre de l'avant sur le raisonnement et pas nécessairement sur un savoir-faire ou une connaissance, mais vraiment sur qu'est-ce qu'il y a derrière et de raisonner. On voit les nouveaux... récemment, il y a eu l'évaluation Teams qui a été de 2019 qui a été révélée, dont à la 4e année, j'étudiais les tâches qui étaient disponibles et c'est du raisonnement. Et il y a beaucoup de pays qui ont les élèves ont mal performé, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, les enfants, mais c'est parce qu'on leur a enseigné de façon d'appliquer et non pas de raisonner. Je peux ajouter quelque chose par rapport à l'inclusion de suites, algèbre, etc. dans le programme. À mon avis, au moins la compréhension que nous avons développée dans notre pratique et aussi dans la lecture des témoignages des chercheurs, il faut être vraiment très, très, très prudent parce qu'on peut facilement ajouter des tâches et des situations dans les manuels. Mais si les enseignants ne sont pas formés, comment ressortir et comment aider les élèves à développer vraiment le raisonnement et la pensée algébrique en utilisant ces tâches et des situations, ça peut amener à la situation que, par exemple, on va chercher plutôt que l'enfant réussisse avec telle tâche ou telle tâche de suite ou de ci, de ça, sans nécessairement développer sa pensée. Mis de côté que les enfants peuvent ne pas réussir les tâches parce que l'enseignant n'arrive pas à vraiment exploiter ces tâches et le gérer en classe de façon spécifique qui était nécessaire pour le faire. Donc, programme, c'est bien d'inclure dans les programmes de bonnes choses, mais il faut absolument préparer le terrain et former les enseignants. Merci pour votre réponse détaillée. J'y vais avec une autre question. Laquelle des trois approches vous recommandez? Peut-on faire un aller-retour entre elles pour varier les pratiques? Moi, personnellement, je préfère la troisième. Il me semble plus logique, mais de façon théorique, je préfère la troisième. Par contre, si on pense comment on peut implanter tout ça en pratique, ça, c'est une autre question parce que c'est l'approche qui demande de plus de changements plus profonds dans l'enseignement, plus de formation, etc., etc. Donc, il faut être très, très, très prudent si on veut aller dans cette direction. Je pense que pratico-pratique, on peut commencer par quelque chose et nous avons déjà commencé parce que notre programme, même s'il était formulé dans l'année 2001, on peut y retrouver des éléments qui supportent fortement le développement de la pensée mathématique et aussi la pensée algébrique. Terme manquant est là dans la progression d'apprentissage, mais si on exploite le programme de bonne façon, si on l'applique aujourd'hui après 20 ans, si on applique le programme à 100%, si on retire 100% de possibilités pour développer spécifiquement le pensée algébrique, peut-être non. Donc, il y a cette opportunité, même aujourd'hui, d'améliorer les choses. Et pour moi, la prudence, ça, c'est le mot-clé ici. Parfait, merci. Alors, une autre question. Vous avez évoqué la pensée algébrique et la pensée fonctionnelle.
comment envisager l'intégration des deux dans le programme? La pensée algébrique, pour moi, c'est un terme plus large que la pensée fonctionnelle. Pensée fonctionnelle, c'est un élément de la pensée algébrique. On peut aussi nommer d'autres éléments qui est pensée relationnelle, où il y a d'autres concepts d'égalité et d'équivalence, par exemple. Il y a beaucoup d'éléments. Comment spécifiquement commencer à travailler la pensée fonctionnelle. Nous avons répertorié certaines activités par lesquelles on peut commencer. Pour les enfants plus jeunes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Des activités où l'enfant peut vraiment explorer la situation comme telle, où les deux grandeurs varient. Et les grandeurs peuvent être exprimées par les nombres ou peut ne pas être exprimées par le nombre de façon qualitative, mais vraiment explorer qu'est-ce qui se passe, pourquoi les grandeurs sont en lien l'une avec l'autre, quand avec le temps, les deux changent de certaines façons, mais vraiment exploration de ces situations qui donnent du sens de cette idée de pensée fonctionnelle. Donc, en explorant des situations, là, on peut commencer à... Oui. Alors, oui, je vais y aller avec une autre question. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais on demande pourquoi ne pas avoir, en fait, on propose pourquoi ne pas avoir des enseignants de mathématiques pour les classes d'au moins 5 et 6e année et pas juste un enseignant qui fait toutes les matières. Partout dans le monde, il existe différentes formules et ce n'est pas la question de didactique comme telle, c'est plutôt la question politique ou sociale ou traditionnelle, approche comment on enseigne mathématiques au primaire. Moi, mon origine, c'est la Russie. Et dans mon enfance, on a eu un généraliste enseignant qui enseignait toutes les matières pour 3 ans seulement, à partir de 7 ans jusqu'à 10 ans. Ensuite, c'était comme au secondaire, c'est les spécialistes qui nous enseignaient mathématiques, physique, chimie, langue, etc. Je sais qu'en Russie, aujourd'hui, c'est 4 ans formation primaire de généraliste. Et dans plusieurs écoles, il choisit une autre formule exactement dès la première année primaire. C'est les spécialistes qui enseignent mathématiques séparément, la langue séparément, etc. L'autre chose qu'on peut aussi penser, parce que ça existe dans plusieurs pays en Europe, les enseignants suivent leurs élèves pendant 3-4 ans. Dans notre cas, c'est notre enseignante qui était avec nous comme groupe pendant 3 ans. Et même notre enseignante en mathématiques, dans mon école où j'ai commencé, il suivait notre groupe à partir de 6e jusqu'à 10e année. Donc, imaginez, là, 7 ans avec le même groupe d'élèves, le même enseignant de mathématiques. Ça fait, dans une recherche contemporaine en Norvège, où l'école est organisée de cette façon. Donc, en primaire, l'enseignant suit les élèves pendant 4 ans du primaire. Donc, la recherche était pour essayer une approche développementale d'enseignement de mathématiques. Et ce que les chercheurs ont remarqué, les enseignants qui réalisaient la recherche avec l'équipe pendant une année à donner des commentaires que peut-être il faut plus de pratique, il faut plus d'exercice, il faut plus de ci, plus de ça. Et quand les gens continuaient dans la même approche pendant 4 ans, leur vision de l'approche a été changée. Et ils disaient, mais c'est bien, il ne faut pas trop de pratique, il ne faut pas trop de mémorisation parce que les élèves arrivent à développer les choses. Donc, ce que tu ne peux pas voir après 1 an d'intervention, tu peux peut-être avoir accès à voir ce changement après 2, 3, 4 ans. Et là, ça change ta propre perception de ton enseignement et de mathématiques. Donc, il y a différentes versions dans le monde.
Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question, ma chère Geneviève. Est-ce qu'on en avait une? Je ne Oui, vois pas. Oui, j'en ben ai. allons-y. Et puis, c'est la dernière. Merci. Parfait. Alors, quelle approche suggérez-vous pour les enseignants du secondaire 2 pour introduire nos élèves en notions algébriques? Je dirais qu'aujourd'hui, au secondaire 2 spécifiquement, on n'a pas trop de choix parce que les élèves ont été formés en arithmétique et plusieurs d'entre eux ont développé cette fameuse rupture arithmétique algèbre. Ce n'est pas tous les élèves qui sont affectés par ça, mais plusieurs, donc c'est connu. Ma recommandation peut être au secondaire 1 ou 2, à aller rechercher certaines des activités qui étaient répertoriées pour les élèves du primaire. Ils sont très abordables pour tous les âges. Ils sont imagés souvent. Il s'agit de manipulation souvent. Donc, ça amène beaucoup plus de sens comme situation, comme telle, pour les élèves pour débuter à développer leur pensée algébrique. Souvent, ce que je vois qui peut porter des fruits, enlever les nombres, faire des situations qui n'impliquent pas de nombres du tout. Donc, nécessairement, l'élève va penser de façon plus qualitative, plus relationnelle, plus peut-être fonctionnelle, mais pas s'embarquer dans le calcul immédiat ou pas jongler avec les nombres, etc. Donc, ça peut aussi faciliter ce transfert. J'ajouterais rapidement l'utilisation des tuiles algébriques comme matériel de manipulation pourrait peut-être abonder dans le sens d'Elena pour proposer des situations où est-ce que ce ne sont pas seulement des équations à résoudre de façon numérique, mais à l'aide de matériel de manipulation, les tuiles algébriques. Merci beaucoup. Donc, merci à vous trois pour cette synthèse des connaissances et toutes ces précisions et réponses aux questions qu'on a reçues. Je vous remercie donc. Et puis, j'inviterai peut-être toutes nos participantes, en fait, Mme Corriveau, donc Claudia Corriveau à l'Université Laval, Jacinthe Giroux de l'UQAM, et je le rappelle, donc, nous terminions avec la présentation de Elena Polotskaya, accompagnée de Annie Savard, qui est elle à McGill, et une autre co-chercheure, donc Nathalie Antoine-Dard, qui est à l'UQO avec vous, Mme Polotskaya. Et donc, je vous remercie infiniment pour votre participation. Vous avez vu, on a eu un nombre important présent aujourd'hui qui ont suivi tout au long des présentations. Alors, c'est fantastique. Merci. Puis je vais céder la parole à Mylène Jeté, que j'ai peut-être présenté rapidement, mais qui est responsable du programme de persévérance et réussite scolaire. Puis je ne l'ai pas mentionné au début, mais évidemment, les résultats, les travaux présentés aujourd'hui sont des projets qui ont été financés dans le cadre d'un des appels de proposition dans le programme d'action concertée, donc persévérance et réussite scolaire. Alors, Madame Jeté. Merci, Geneviève. Alors, au nom du ministère de l'Éducation, je vous remercie infiniment pour votre grande participation à cette activité de transfert des connaissances des projets de recherche financés dans le cadre du programme de recherche persévérance et réussite scolaire. Évidemment, je veux remercier chaleureusement les chercheurs, chercheuses qui étaient présentes aujourd'hui. Merci pour la qualité de vos présentations et de votre générosité à répondre aux questions du public qui ont été lancées tout au long de l'activité. Évidemment, merci beaucoup Geneviève et toute ton équipe, dont Audrey, pour toute l'organisation de cette activité de transfert qui se fait sous le mode web diffusion intégralement depuis... on a recommencé nos activités il y a un mois, depuis novembre, donc c'est vraiment agréable de pouvoir faire ces activités-là malgré tout. Je terminerai en vous disant que si ce n'est pas déjà fait, j'inviterai les participantes à vous abonner à notre liste de diffusion. Notre liste de diffusion, en nous écrivant à l'adresse suivante, c'est info-transfert@éducation.gouv.qc.ca.
En nous écrivant à cette adresse-là, vous allez recevoir toutes les activités, toutes les invitations pour participer aux prochaines activités de transfert des connaissances, autant dans le cadre du programme de recherche, persévérance et réussite scolaire que les autres programmes qui sont financés par le ministère de l'Éducation, dont le programme de recherche en littératie. Je vais vous donner un scoop aujourd'hui. La prochaine activité de transfert aura lieu le 21 janvier prochain. 3 projets de recherche vont être présentés. Un qui va porter sur l'impact du climat interculturel sur la réussite des élèves issus de l'immigration et 2 autres projets qui vont porter sur le modèle de réponse à l'intervention. Donc, inscrivez-vous, abonnez-vous et surveillez vos courriels. Sinon, au cours de l'année 2021, il va y avoir plusieurs autres activités de transfert. Donc, merci encore une fois d'avoir été là et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Au revoir.